Ma sœur a versé de l'eau de Javel dans mon portfolio de design pour que je perde la bourse. Je suis allé voir papa en courant pour demander de l'aide, mais il a juste ri en disant: les perdants doivent rester à leur place. Ils ont fait en sorte que je perde tout. Ils ne savaient pas que moi, j'allais faire en sorte qu'ils ne rient plus jamais. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, peu importe où tu es. J'aimerais beaucoup que tu écrives en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes, et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Elodia, et voici l'histoire de comment j'ai tout perdu pour pouvoir tout gagner. L'angoisse avait un goût métallique dans ma bouche. Il était 8 heures du matin. La date limite pour la bourse nationale de design était à 19 heures, dans 10 heures. 10 heures pour mettre les touches finales au portfolio qui contenait 8 mois de ma vie. Je montais les escaliers avec le cœur qui battait d'un mélange de panique et d'espoir. Cette nuit, j'avais presque pas dormi, j'avais juste fini les dernières coutures de la maquette, la robe qui représentait tout mon concept. J'étais épuisé, mais fier. Pour la première fois, je sentais que j'avais quelque chose. Quelque chose de réel, quelque chose que ni mon père ni ma sœur ne pouvaient mépriser. On y est presque, me murmurai-je en poussant la porte de ma chambre, mais je m'arrêtai au seuil. L'odeur fut la première chose qui me frappa. Ce n'était pas l'odeur de savon de la marque que ma mère utilise pour tout, ni l'odeur de café brûlé de la cafetière de mon père. Non, c'était une odeur chimique, pénétrante, qui te fait reculer. Une odeur qui brûle ta gorge et ton nez et te dit que quelque chose ne va pas. C'était l'odeur de l'eau de Javel, agressive et, propre, de la pire façon. Mélangée à quelque chose de sucré, de bon marché et de nauséabond. Du vernis à ongles. Mon cœur, qui battait déjà à cause de l'angoisse de la date limite, s'arrêta d'un coup. Non, soufflai-je. Non, non, non. Ma chambre, ou ce que j'appelais mon studio, était une petite pièce, à peine plus grande qu'un placard, avec une ampoule qui clignotait au plafond et les murs couverts de mes croquis, de notes et d'échantillons de tissu. C'était mon sanctuaire, mon atelier. Parfois, ça ressemblait à une cellule de prison. Pendant 8 mois, cette pièce avait été le témoin de mon obsession. J'y avais versé chaque goutte de sueur. Chaque peso que j'avais gagné comme serveuse dans le café du parc. Et chaque rêve désespéré que j'avais d'échapper à cette maison. Et maintenant, ça sentait la mort de quelque chose. Je laissai tomber le sac à dos que je portais. Mes livres scolaires tombèrent au sol avec un bruit sourd. Mes yeux s'habituèrent à la pénombre, et je le vis. Mon portfolio n'était pas un portfolio comme les autres. Il était en cuir noir, lourd, professionnel. Je l'avais vu dans la vitrine d'un magasin d'art pendant 3 mois. J'avais économisé 6 mois de pourboire pour l'acheter. En mangeant du thon en boîte et des sandwichs au rien, pour pouvoir le payer. C'était le symbole que je prenais tout ça au sérieux. Que j'étais une professionnelle. Maintenant, il était ouvert par terre, comme un corps profané. J'avançais, les pieds lourds, comme si je marchais sous l'eau. C'était pire que ce que j'imaginais. Bien pire. Mes croquis. Les dessins techniques, des dizaines, qui détaillaient chaque couture, chaque pli, chaque patron, étaient trempés. L'eau de Javel avait été versée dessus avec violence. L'encre noire de mes stylos techniques avait coulé, créant des taches blanches fantomatiques là où le produit chimique avait brûlé le papier. C'étaient des brûlures. Des brûlures chimiques au cœur de mon travail. Mes échantillons de tissu, la soie brute que j'avais obtenue d'un fournisseur à Oaxaca après des semaines de mai. Les broderies sur lesquelles j'avais passé des nuits entières à travailler jusqu'à en avoir les doigts en sang. Étaient coupées, déchirées, réduites en miettes avec des ciseaux. Des petits morceaux de soie et de fils de couleur étaient éparpillés sur le sol, comme des confettis dans un enterrement. Mais le coup final, celui qui me coupa le souffle et me fit pousser un bruit étranglé, ce fut la maquette, ma robe, la pièce centrale, le design qui m'avait coûté tant de nuits blanches, celui qui combinait des techniques de broderie indigène de Puebla avec une coupe moderne et avant-gardiste. Mon chef-d'œuvre était là, sur ma table de travail, ou ce qu'il en restait. Quelqu'un avait pris un flacon entier de vernis à ongles rouges vifs et l'avait vidé dessus. Le même rouge, passion, que ma sœur Renata portait toujours sur ses ongles. Le liquide épais et collant avait séché à moitié. Coulant sur le buste délicat en organza. Couvrant les broderies complexes d'une plaque grotesque, obscène. On aurait dit une blessure par balle. On aurait dit que mon rêve était là, sur la table, en train de saigner jusqu'à mourir.
Oups. La voix venait de la porte. Je me retournai, le corps tremblant. Renata, ma grande sœur, 24 ans. Elle était appuyée contre le cadre de la porte, avec une serviette autour de ses cheveux blonds parfaitement teints et une autre autour de son corps. Elle se limait les ongles avec paresse. Je crois que j'ai trébuché, dit-elle avec un sourire nonchalant, sans la moindre trace de culpabilité dans ses yeux clairs. Tu avais tout ce bazar par terre. Tu ne devrais pas laisser traîner tes jouets partout, Elodia. Certains d'entre nous essaient de garder cette maison propre. Des jouets. 8 mois de ma vie. Ma bourse, ma seule sortie de cette maison. Des jouets. Le vernis sur ses ongles était du même rouge. Passion. Elle ne s'était même pas donné la peine de cacher l'arme. Je la regardais fixement, paralysé par le choc. L'odeur d'eau de javel et d'acétone remplissait mes poumons, me donnant la nausée. Je ne criais pas, je ne pleurais pas, je sentis juste un froid intense, un vide qui commençait à se former dans mon ventre. Je vis le sourire sur son visage, la satisfaction pure et brutale dans ses yeux. Elle l'avait fait, et elle avait aimé le faire. Oh, c'était important, demanda-t-elle en feignant la surprise. Sa voix était comme de la soie empoisonnée. De toute façon, qui t'a dit que tu pouvais être styliste? C'est ridicule. Le froid dans mon ventre se transforma en feu. Un feu sourd et blanc qui me brûlait de l'intérieur. Renata poussa un petit rire, un son aigu qui me perça les oreilles. Oh, petite sœur, ne fais pas cette tête. Je t'ai juste évité l'humiliation d'être refusée. Sérieusement, c'est pour ton bien. Sans dire un mot, je me penchai, l'ignorant. Ignorant le poison. Je pris le portfolio ruiné d'une main. Les feuilles trempées d'eau de javel gouttaient sur mon pied. Je pris la maquette, ensanglantée, de l'autre. Le vernis collant se colla à mes doigts. La javel me brûlait les mains, une douleur aiguë que je sentais à peine. Je me redressai. Je passai à côté de Renata, en la bousculant de l'épaule. Fort. Elle trébucha, surprise par mon contact. Hé, idiote. Fais attention. Je ne répondis pas. Je descendis les escaliers en courant, 2 par 2. Le liquide toxique tombait sur le tapis bon marché du couloir, laissant une trace de ma destruction, une trace de mon humiliation. Papa, criai-je. Le mot était étrange dans ma bouche. Une supplication désespérée. J'arrivai à la cuisine. La scène était la même que tous les matins. Mon père, Armando, assis en bout de table de formica, caché derrière son journal de sport. La fumée de sa cigarette du matin flottait dans l'air, se mélangeant à l'odeur de café brûlé. Ma mère, Griselda, était de dos, au lavabo, en train de laver la vaisselle avec une énergie frénétique, comme si en frottant assez fort elle pouvait laver les problèmes de la famille. Papa, dis-je encore, la voix tremblante, cassée. Il poussa un long soupir bruyant, un son de pure irritation. Qu'est-ce que tu veux, Elodia? Tu vois pas que je lis? C'est quoi cette odeur, bon sang? Il baissa le journal d'1 centimètre, juste assez pour me regarder par-dessus avec ses yeux froids et fatigués. Regarde, le suppliai-je. Je lâchai le portfolio et la maquette sur la table, juste au-dessus de ses résultats de foot. Le ploc sourd fit vibrer la table. L'odeur chimique envahit la cuisine, étouffant l'arôme du café. Ma mère se figea. Le bruit de l'eau du robinet s'arrêta. Je pouvais voir son dos tendu comme une corde de guitare. Armando fronça les sourcils. Il vit le désastre. Il vit les tissus coupés, les papiers brûlés par la javel. Il vit le vernis rouge, sang, couler sur son journal. Mais qu'est-ce que, rugit-il, en poussant la maquette du revers de la main, comme si c'était un animal mort. Tu es en train de salir ma table, petite idiote. C'est mon projet, ma voix se brisa. Les larmes que j'avais refusé de laisser couler devant Renata me brûlaient maintenant les yeux. Papa, la bourse, la remise, c'est aujourd'hui. Elle a tout détruit. Je pointai vers les escaliers. Renata l'a fait. Ma mère se retourna lentement. Elle vit le désastre, elle vit mes larmes, puis détourna les yeux. Oh, Elodia, soupira-t-elle. Sûrement un accident. Tu dramatises toujours trop. Ce n'est pas un accident, criai-je. Elle l'a admis. Elle rigolait. Ce fut à ce moment-là qu'Armando plia le journal, lentement, méthodiquement,
le posa sur la table et se mit à rire. Ce n'était pas un rire joyeux, ni même amusé. C'était un rire creux, court, un raclement de gorge rempli de mépris. Il me regarda, et pour la première fois depuis longtemps, il me vit vraiment. Et ce qu'il vit le dégoûta. « Ton futur » se moqua-t-il. « Tu appelles ça un futur ? Jouer avec des chiffons. » Il se pencha en avant, son haleine de café et de tabac me frappant le visage. « Ne sois pas ridicule, Elodia. » Il pointa du doigt le salon, où pendait un énorme portrait de Renata à ses 15 ans. « Ta sœur, Renata, elle va se marier avec un vrai homme, un ingénieur, qui vient d'une famille avec de l'argent. Ça, c'est un futur. Ça, c'est assurer sa vie. » Il me montra du doigt, son doigt jauni par la nicotine, tremblant de rage. « Toi, tu n'es qu'une perdante, une rêveuse inutile. » Et les perdants, fit-il une pause, prononçant chaque syllabe avec plaisir, savourant sa cruauté. Doivent rester à leur place. Perdante. Le mot me frappa comme une gifle. Plus fort que n'importe quel coup qu'il m'avait donné. Renata apparut à la porte de la cuisine, enveloppée dans sa robe de chambre en soie rose, une robe qui coûtait plus cher que tous mes matériaux d'art réunis. « Oh, papa, ne sois pas si dur avec elle, » dit-elle avec une voix mielleuse, en se servant un verre de jus d'orange dans le frigo. C'est évident qu'elle est jalouse. Demain, c'est ma dégustation de menu à l'hôtel, et elle doit faire tout un drame pour tout gâcher, n'est-ce pas, petite sœur ? Toujours obligée de voler la vedette. Je regardai ma mère, la suppliant des yeux. Griselda soupira. Elodia, s'il te plaît, nettoie tout ça. Ton père a raison, et ta sœur a une journée importante. Elle se tourna de nouveau vers l'évier. Elle revint à son silence complice. Je regardai mon père, heureux et fier de sa fille réussie. Je regardai Renata, qui me fit un clin d'œil par-dessus son verre avant d'en boire une gorgée. J'étais seul. Je remontai les escaliers, cette fois lentement. Chaque marche était un monde de douleur. Le feu avait disparu. Il ne restait que ce froid intense, le froid d'être complètement, absolument et irrémédiablement seul. Je fermai la porte de ma chambre, je tournai le verrou, un geste inutile dans une maison où personne ne respectait jamais mon espace. L'odeur de javel et de vernis à ongles était devenue l'odeur de ma vie. Je m'assis au milieu des restes de mon projet. Je ne touchais à rien. C'était un cadavre, et j'étais à sa veillée. Je ne pleurais pas. Les larmes me semblaient un luxe, une réaction émotionnelle que je ne pouvais plus me permettre. Je restais là, assise. L'horloge sur ma table de nuit indiquait 9h10. La remise finale était à 19h. 9h50. 9h pour refaire 8 mois de travail. Impossible. C'était une blague cosmique. Ma chambre n'était pas seulement un studio. C'était un musée. Un musée de mes échecs, de mes espoirs brisés, de toutes les fois où j'avais essayé d'être vu. Chaque objet dans cette pièce racontait une histoire sur pourquoi j'étais la perdante de la famille. Mes yeux s'arrêtèrent sur le coin où ma vieille machine à coudre Singer était recouverte d'un drap, comme un autre fantôme. C'est mon oncle Lazaro, le petit frère raté de mon père, qui me l'avait offerte pour mes 16 ans. Je me souviens de l'émotion, de la sensation du métal froid et lourd sous mes doigts. C'était l'outil le plus magnifique que j'ai jamais vu. Mon oncle l'avait presque fait entrer en contrebande. « Ne dis pas à ton père que c'est moi qui te l'ai donné », m'avait-il chuchoté en me faisant un clin d'œil. « Dis juste que tu l'as trouvé. » Évidemment, mon père l'a trouvé. J'étais en train d'essayer de coudre mon premier patron. Il est entré dans ma chambre, il a vu la machine, et son visage s'est assombri. « C'est quoi cette merde bruyante » a-t-il crié. Il l'a prise, l'a soulevée et elle pesait 1 tonne et l'a jetée dans le couloir. Je ne veux pas d'ouvrière dans cette maison, ni de couturière. Va apprendre à cuisiner quelque chose d'utile. J'ai pleuré pendant 1 semaine. Mon oncle Lazaro a dû venir lui parler, lui dire que c'était une antiquité de valeur, pas juste un outil de travail. C'est seulement comme ça qu'il m'a laissé la garder. Mais le message était clair. Ton travail, c'est de la merde. Puis je regardai mon bureau. Sous les tissus, il y avait une lettre, la lettre d'acceptation de l'université publique en design de mode. J'avais 18 ans. J'avais réussi l'examen d'entrée avec une note presque parfaite. J'étais arrivé au salon en courant, agitant la lettre, croyant, comme une idiote, que ça
ça le rendrait enfin fier. Il l'avait lu. Sa lèvre s'était tordue de mépris. Le design, avait-il soufflé. Tu vas coudre des chiffons pour des vieilles riches. C'est pour ça que j'ai payé ton école privée tous ces années? Pour que tu sortes avec cette stupidité? Il avait déchiré la lettre en deux. Quelle honte. Ne dis ça à personne. J'ai dû m'inscrire en secret. J'ai dû prendre 2 jobs à mi-temps, un comme serveuse au café du parc. Et l'autre dans un magasin de tissus, juste pour payer mon inscription et mes matériaux. Il ne m'a jamais donné un seul peso pour mon passe-temps inutile. Et puis il y a eu le souvenir le plus récent, le plus douloureux. Il y a 3 mois. Le dîner de fiançailles de Renata. La maison était pleine de gens importants. Les parents riches de son fiancé Ricardo étaient propriétaires d'une entreprise de construction. Des gens bien. Moi, j'étais à la cuisine, bien sûr. Ma mère m'avait mis un tablier. Comme ça, au moins, tu sers à quelque chose, Elodia. Ne reste pas là à rien faire. Serre les canapés. Alors je l'ai fait, avec ma seule et unique robe noire. Je servais des amuse-bouches aux gens qui riaient et parlaient de voyage en Europe. Mon père était dans son élément. Riant aux éclats, servant du brandy. Puis il s'est levé pour porter un toast. Il a levé son verre. Le salon est devenu silencieux. Pour ma fille qui a réussi, Renata, dit-il d'une voix pleine d'un orgueil que je n'avais jamais entendu pour moi. Celle qui sait ce qui compte dans la vie. Celle qui a trouvé un homme merveilleux et qui construit une vraie famille. Pour ma fille en or. Tout le monde applaudit pour Renata. Son regard croisa le mien pendant que je ramassais une assiette sale. Il sourit, un sourire condescendant, et leva son verre dans ma direction. Ah, et pour Elodia, ajouta-t-il comme un détail oublié, et le ton de sa voix changea, devenant moqueur. C'est bien. Continue à jouer à l'artiste. Peut-être qu'un de ces jours tu nous feras des serviettes. Les rires des invités me suivirent jusqu'à la cuisine. Je me suis caché dans le garde-manger, entre les boîtes de thon et les sacs de riz, et j'ai pleuré en silence, en mordant un torchon pour ne pas ruiner la fête avec mes sanglots. Pourquoi? Pourquoi je continuais d'essayer? Pourquoi après tout ça, ça me faisait encore si mal? Pourquoi j'avais travaillé 8 mois sur un projet en espérant bêtement que si je gagnais la bourse, si je passais dans un magazine? Lui. Alors je me suis souvenu. Un petit souvenir presque effacé par des années d'insultes. J'avais 10 ans. Le vieux poste radio à ondes courtes de mon père, une boîte en bois lourde, avec laquelle il écoutait les matchs de foot, était tombé en panne. Il était furieux. Il l'avait démonté dans le garage et abandonné là. Un tas de câbles, de tubes et de poussière. Moi, j'adorais démonter des choses. En secret, pendant une semaine, j'ai pris ces outils. J'ai pris un manuel à la bibliothèque. J'ai soudé des câbles avec le fer à souder de mon oncle. J'ai remplacé un tube que j'avais trouvé dans une boutique d'électronique. Un samedi, il est entré dans le garage. Il était furieux, à la recherche de quelque chose. J'étais dans un coin, caché. Mais qui a, commença-t-il à crier. Et là, j'ai tourné le bouton. La radio s'est allumée avec un bourdonnement, puis la voix grésillante d'un commentateur de foot. But. Mon père s'est arrêté. Il s'est tourné, m'a vu. Il a vu la radio. Il s'est approché, presque avec peur. Il a touché le bois. C'est toi qui as fait ça. J'ai hoché la tête, tremblante. Il m'a regardé. Et pendant une seconde, son visage a changé. Il a posé sa bière. Il s'est accroupi. Oh waouh, a-t-il dit en touchant la radio presque avec respect. Tu es plus futé que les techniciens, hein? Il m'a ébouriffé les cheveux. Ma petite ingénieure. Ce fut la première et la dernière fois où il m'a regardé avec fierté. J'ai passé les 12 dernières années de ma vie à courir après ce regard. À courir derrière l'homme qui m'avait appelé, ingénieur. Alors que je vivais avec l'homme qui me traitait de perdante. L'horloge indiquait 9h15. Je me levai du sol. La femme qui cherchait l'approbation de son père était morte dans cette cuisine 1 heure plus tôt. Celle qui se leva était une autre personne. Mes mains tremblaient, mais ce n'était plus de tristesse, c'était de la colère. Une rage froide, lucide, qui me focalisait. Je regardai encore une fois l'horloge. 9h16.
La remise était à 19h. 9h44. Renata et mon père avaient raison sur un point. C'était impossible. Je ne pouvais pas refaire 8 mois de travail en moins de 10 heures. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas redessiner des dizaines de plans techniques. Je ne pouvais pas trouver de la soie brute d'Oaxaca à Puebla un mardi matin. Je ne pouvais pas rebroder à la main des motifs complexes qui m'avaient pris des semaines. Et je ne pouvais certainement pas recréer et coudre une nouvelle maquette. Ils avaient gagné, ils avaient détruit mon futur. Je m'assis devant mon ordinateur portable et je l'allumai. La machine, une relique d'occasion que j'avais achetée avec 3 salaires de serveuse, toussa et vibra avant que l'écran ne s'allume. À côté, mon téléphone, avec son écran fissuré comme une toile d'araignée. C'étaient les outils d'une perdante, comme il l'avait dit. Des larmes de frustration, chaudes et amères, commencèrent enfin à couler. C'était tout. C'est comme ça que ça se terminait. Mon destin, c'était vraiment de servir des cafés et de nettoyer des tables toute ma vie. En regardant Renata exhiber ses voyages à Cancun et ses sacs de marque. Tout payé par son riche fiancé. Non, murmurai-je dans la pièce vide. Non. La rage m'avait donné une clarté que je n'avais jamais ressentie avant. Je ne pouvais pas présenter mon projet. Mais, et si je n'avais pas besoin de le présenter sous sa forme finale? J'ouvris le tiroir de mon bureau. Il était rempli de fils, d'aiguilles, de bouts de tissu et de factures en retard. Mais tout au fond, sous une pile de croquis ratés, il y avait une petite clé USB. Une clé USB noire et bon marché, du genre qu'on donne gratuitement dans les conférences. Je la sortis, la posai dans la paume de ma main. Elle était petite, insignifiante. C'était une sauvegarde. Une sauvegarde que j'avais faite il y a 2 mois. Mon cœur fit un bond. 2 mois. Ce n'était pas complet. Il manquait les designs finaux, les photos de la maquette terminée, les dernières corrections des patrons. Mais c'était quelque chose. C'était la base. Les plans. Les concepts techniques. Les essais sur l'histoire de la broderie. C'était 80% de la recherche. C'était une preuve de vie. Puis je me souvins d'autre chose, quelque chose que Renata, dans son arrogance stupide, et mon père, dans son mépris aveugle, ne pouvaient pas savoir. Il y a 2 semaines, je me battais avec une partie du design technique. La façon dont la broderie traditionnelle, lourde, devait s'intégrer à l'organza, qui est léger, sans la déchirer. J'étais bloqué, désespéré d'avoir un avis professionnel, et j'avais fait quelque chose d'incroyablement audacieux, quelque chose qui m'avait coûté une nuit blanche à hésiter. J'avais cherché l'email de l'un des juges du concours. Le professeur Mauricio, un designer légendaire qui donnait aussi des cours à l'université à Mexico. On disait de lui qu'il était brutalement honnête. Tremblante, je lui avais envoyé un mail. Cher professeur Mauricio, je suis étudiante. J'admire votre travail. Je suis bloqué sur ceci. J'avais joint un brouillon, une version bêta de mon portfolio numérique, lui demandant un retour précis sur cette technique. Je m'attendais à être ignoré, ou pire, à recevoir une réponse sarcastique. Il avait répondu 24 heures après. Une seule phrase. Objet, résultat technique. L'intéressant. Continuez dans cette direction. Ne lâchez pas. À ce moment-là, sa réponse m'avait semblé froide, presque sèche. Ne lâchez pas. C'était tout. Maintenant, cette réponse était une bouée de sauvetage. J'avais une sauvegarde avec date et heure. J'avais un mail à un juge, avec un brouillon en pièces jointes, lui aussi daté. J'avais des preuves. L'idée germa dans mon esprit, nette et dangereuse. Peut-être que je ne pouvais pas gagner en présentant mon projet. Mais peut-être que je pouvais gagner autrement. Peut-être pas avec des cris, me dis-je en m'essuyant les larmes avec colère. Mais avec des preuves. Il était 5h15 du matin le lendemain. Je n'avais pas dormi, je ne pouvais pas. La date limite de la bourse avait été dépassée depuis 10 heures. À 19h10 la veille, j'avais reçu le mail automatique. Votre candidature pour la Bourse nationale de design 2024 est incomplète. Elle a été disqualifiée. Victoire pour Renata. Victoire pour mon père. Je pouvais déjà imaginer le sourire satisfait de ma sœur, le grognement de contentement de mon père. Je te l'avais dit, perdante. Mais pendant qu'il dormait en croyant avoir gagné, moi je travaillais. Quand tu es vidé,
tu peux enfin faire des plans, me répétais-je comme un mantra. Et j'étais vide. Vidé de larmes, d'espoir, d'amour pour ma famille. Il ne restait que cette rage froide et un étrange sentiment de but. Je me levai de ma chaise de bureau. La maison était silencieuse comme un cimetière. On entendait juste le ronflement régulier de mon père au fond du couloir. J'ouvris la porte de ma chambre. Elle grinça. Je me figeai. J'attendis. Rien. Je sortis, pieds nus, sur le vieux tapis usé. Je commençai par la salle de bain de Renata, celle que nous partagions, mais qu'elle considérait comme « à elle ». La lumière de la lune entrait par la petite fenêtre, éclairant le chaos de maquillage cher, de crèmes importées et de flacons de parfum. J'ouvris la poubelle sous le lavabo. Elle était là. Enterrée sous des cotons pleins de mascara, se trouvait la bouteille vide de vernis rouge passion. Mon cœur battit fort. Clic. Je pris une photo avec mon téléphone cassé. La lumière du flash me sembla assourdissante. À côté, dans la douche, il y avait la bouteille d'eau de Javel que ma mère utilisait pour nettoyer. Elle n'était pas à sa place habituelle, dans le placard de ménage. Et elle était presque vide. Clic. Ensuite, j'allai dans sa chambre. La porte était entr'ouverte. Renata dormait comme un ange, la bouche légèrement ouverte, un masque de soie sur les yeux. Sa chambre était 2 fois plus grande que la mienne, avec une moquette épaisse et des meubles blancs style français. Ça sentait la vanille et l'arrogance. Je glissai à l'intérieur. Mon objectif était sur sa table de nuit, à côté de son téléphone dernier cri. Un cadeau de son fiancé, bien sûr. Là, il y avait le flacon de vernis rouge passion qu'elle utilisait. Le numéro de l'eau sur l'étiquette était le même que celui de la bouteille vide dans la poubelle. Clic. Je repartis à pas de loup jusqu'à ma chambre. Je refermai la porte avec précaution. La scène du crime. Méthodiquement, comme une chirurgienne, je commençai à tout documenter. Mon téléphone, malgré l'écran cassé, était ma seule arme. Je pris des photos en gros plan des coups de ciseaux dans la soie. C'étaient des coupes nettes, agressives, pas un déchirement accidentel. Je photographiai les taches de Javel, montrant comment le liquide avait été versé volontairement sur les zones clés des designs, effaçant les lignes de couture. Je pris des photos du vernis à ongles sur ma maquette, puis une photo de ma maquette à côté de la photo du flacon de Renata sur mon téléphone. La correspondance était parfaite. J'ouvris la caméra vidéo. Mon visage pâle et plein de cernes apparut sur l'écran fissuré. J'appuyai sur « Enregistrer ». Il est 5h25 du matin, le 13 novembre, murmurai-je, ma voix étrangement calme, comme celle d'une présentatrice de journal télé parlant d'un désastre loin d'elle. Voici ma chambre. Voici mon projet final pour la Bourse nationale de design. Je filmai le désastre. Je fis un panoramique lent. Voici ce qui reste de mon portfolio. Je fis un zoom sur les coups de ciseaux. Le détruis avec des ciseaux. Puis un zoom sur les taches. Le détruis avec de l'eau de Javel. Puis je fis un zoom sur la maquette. Et ici, détruit avec du vernis à ongles. Marque rouge passion, la couleur préférée de ma sœur, Renata Parker. La date limite de la bourse était hier à 19h. Elle a fait ça hier matin, vers 8h45, après que je sois sorti acheter du café. Elle l'a admis. Et mon père a rigolé. Je sauvegardai la vidéo. Je m'assis à mon bureau et branchai la clé USB à mon ordinateur portable. La petite lumière clignotante était la seule lumière de la chambre. J'avais les preuves du sabotage. La sauvegarde de mon travail. Le mail du juge. Maintenant, il me fallait le motif. Il me fallait le lien manquant. Il fallait que j'entre dans la gueule du loup. Le bureau de mon père. Le bureau de mon père était son sanctuaire. Une petite pièce à côté du salon, toujours fermée à clé. Ça sentait la vieille fumée de cigarette, le cuir et les livres de compte de son petit commerce de matériaux de construction, Construction Parker. Personne n'y entrait sans permission. Je glissai dans le couloir. Il était 5h45. La maison était toujours silencieuse. Je tournai la poignée. Fermée, comme je m'y attendais. Je partis vers la cuisine. Au-dessus du frigo, dans une vieille boîte de gâteaux, ma mère gardait les doubles de clés. Je pris la petite clé en laiton. Mes mains ne tremblaient pas.
J'étais au-delà de la peur. J'entrais, j'allumais la petite lampe de bureau. Son ordinateur était là. Rapide, moderne, celui qu'il utilisait pour ses affaires. Pas comme la poubelle que j'avais. Mon plan était simple. Je devais accéder à mon email depuis un ordinateur rapide pour télécharger les conversations avec le professeur Mauricio. J'avais besoin de sa validation en haute résolution. J'avais besoin de l'imprimer. J'allumai la machine. Elle démarra en quelques secondes. Mais pendant que l'ordinateur démarrait, mon regard se posa sur quelque chose. La boîte mail de mon père était déjà ouverte à l'écran. Il la laissait toujours ouverte. Je ressentis un pincement de culpabilité. Je ne suis pas en train d'espionner, me dis-je. Je cherche la vérité. Je tapai mon nom dans la barre de recherche de sa boîte mail, Elodia. Un résultat apparut. 2. 3. Le premier, c'était le mien, celui que je lui avais envoyé une semaine plus tôt. Je l'ouvris. Mon cœur se serra en lisant mes propres mots. C'était pathétique. Objet, projet final, PDF. Bonjour papa. Je sais que tu es occupé, mais c'est la bourse dont je t'ai parlé. C'est mon travail. Je joins un PDF avec les croquis principaux. J'aimerais que tu le regardes. Ça compterait beaucoup pour moi. Avec l'espoir stupide, enfantin, qu'il me dise enfin. Bien joué, Elodia. Ça, c'était moi, Elodia d'il y a une semaine. Une idiote pleine d'espoir qui cherchait encore de l'eau dans un puits sec. Mais dans sa boîte de réception, il n'y avait pas que le mail original. Il y avait un fil. 5 minutes après avoir reçu mon mail. Mon père l'avait transféré. Mon sang se glaça. Je regardais à qui il l'avait envoyé. Renata Barker-Boda, la nouvelle adresse mail que ma sœur avait créée pour tout ce qui concernait son mariage. Mon père, Armando, avait transféré mon travail complet à ma sœur. Pourquoi? Puis je vis le message qu'il avait rajouté au-dessus de mon mail. Ces mots à lui. Ma fille. Voici les dessins de ta sœur dont je t'ai parlé. La technique bizarre de broderie que tu as aimée. Utilise-les pour ta robe de mariée, pour que tu brilles devant Vera. Dis-lui que ce sont tes idées. Mais ne dis rien à Elodia. Tu sais comment elle devient hystérique avec ses affaires. Ton père. Ne lui dis rien. Dis que ce sont tes idées. L'air sortit de mes poumons dans un sifflement. Je n'arrivais plus à respirer. Ce n'était pas un petit accès de jalousie de Renata. Ce n'était pas un accident. C'était une conspiration. Mon père, mon propre père, m'avait volé. Il avait donné mon travail à ma sœur pour qu'elle puisse frimer. Les larmes d'hier, c'était pour un projet détruit. Celle-là, c'était pour une âme écrasée. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir la souris. Il n'a pas juste rigolé, chuchotai-je. Il a chargé le pistolet. J'avais besoin de plus. Je quittai son bureau. Je partis vers l'ordinateur du salon, celui que Renata utilisait. Il n'y avait pas de mot de passe. Bien sûr que non. Les gens arrogants sont négligents. J'ouvris son Instagram, je fouillai dans ses messages privés. Elle avait une conversation épinglée en haut. Vera Atelier, la créatrice de robes de mariée la plus chère et la plus exclusive de Publa, celle dont Renata se vantait devant toutes ses amies, en disant que Vera lui ferait une robe unique. Clic. J'ouvris la conversation. Je vis mes croquis. Mes designs. Envoyés depuis le compte de Renata. Message de Renata, d'il y a une semaine. Vera, chérie. J'ai eu un coup d'inspiration divine. Je me suis réveillé et je devais absolument dessiner. Voici quelques idées que j'ai faites. Elles sont à moi, bien sûr. Je veux que ma robe ressemble à ça. Utilise cette technique de broderie que j'ai inventée. Un truc un peu indigène mais chic. Je suis trop créative, pas vrai? Émoticône, clin d'œil. Réponse de Vera Atelier. Renata, mon Dieu. Incroyable. Quel talent. Cette technique de broderie est unique. Absolument, on peut l'utiliser. Tu vas rendre toutes les mariées de Publa jalouses. Quel talent. Message de Renata. Merci, merci. Je savais que tu allais adorer. C'est notre petit secret. Ne dis à personne d'où vient l'inspiration,
émoticône, clin d'œil. Disons que c'était un rêve. Il ne voulait pas juste me détruire, murmurai-je face à l'écran. Il voulait me voler, me découper en morceaux, et rire pendant qu'il le faisait. Je restai un moment à fixer le message. Je suis trop créative. Avec un calme qui me surprit, je pris mon téléphone. Je pris des photos de l'écran. J'enregistrai une vidéo de moi en train de faire défiler la conversation, montrant le nom d'utilisateur de Renata, les messages, mes designs. Puis je retournai au bureau de mon père. Je branchai ma clé USB, j'y copiai le mail de mon père à Renata, les photos, la vidéo des messages Instagram, tout. Quand j'eus retiré la clé, elle était chaude. Ou peut-être que c'était juste la rage dans ma main, une rage si pure, si froide qu'elle brûlait comme du feu. Il était 8 heures. Le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant la scène habituelle. Le tableau d'une famille, heureuse. Renata et Armando arrivèrent, habillés avec leurs plus beaux vêtements. Renata portait une robe en lin blanc. Armando une chemise de guayabra bien repassée. Aujourd'hui, ils avaient la dégustation de menus pour le mariage à l'hôtel colonial, le plus luxueux de la ville. Renata rayonnait, riant à quelque chose qu'Armando venait de dire. Ma mère, Griselda, servait le café, souriante et docile comme une servante. « Qu'est-ce que vous êtes beaux, mes amours » disait-elle. C'était la photo de famille parfaite. Un mensonge parfait. Moi, j'étais assise à la table, sur la même chaise que celle de l'humiliation d'hier, avec les mêmes vêtements sales, tachés de javel et de vernis séché. Mon sac à dos était à mes pieds, plus lourd qu'avant. La clé USB dans ma poche pesait comme une pierre. « Bonjour, petite sœur » chanta Renata d'une voix claire. Elle passa près de moi, son parfum cher cadeau du fiancé remplissant l'air. « Tu fais quoi aujourd'hui ?»« Ah oui, rien. » Elle rit. Un son aigu et faux qui me rapa les nerfs. Je levai les yeux de ma tasse de café froid. Je la regardais. Je la regardais vraiment. Et pour la première fois, je ne vis pas ma sœur belle et populaire. Je vis une voleuse, une impostrice. « Tu n'aurais pas dû toucher à mon travail, dis-je, ma voix basse et rauque, à cause du manque de sommeil. » La fourchette d'Armando s'arrêta en plein trajet vers sa bouche. « Tu vas encore commencer avec ça ?» Sérieusement, grogna-t-il. « Passe à autre chose. Ta sœur a une journée importante, tu peux pas être contente pour elle ?»« Contente » répétai-je sans expression. « Oui, contente, dit-il. »« Mais qu'est-ce que tu connais à ça, toi ? Fais quelque chose de productif de ta vie. Va chercher un boulot à l'Oxo, une supérette. Quelqu'un doit travailler dans cette famille. »« Tu as raison, papa, dis-je. Quelqu'un doit travailler. » Je me levai, je passai mon sac sur mon épaule. Renata me regarda avec dédain. « Pauvre fille, toujours aussi amère. C'est pour ça que tu vas finir seule, à coudre tes chiffons. » Je sortis de la cuisine. Je sortis de la maison. Le soleil du matin m'aveugla un instant. L'air sentait le pain frais de la boulangerie du coin, un monde normal qui n'était plus le mien. Je n'allais pas à l'université. Je n'allais pas à mon travail de serveuse. J'avais déjà appelé pour démissionner. Je ne pouvais pas servir du café à qui que ce soit dans cet état. Je pris le bus qui traversait la ville jusqu'à la zone industrielle, la partie moche de Publa, celle que les touristes ne voient jamais. J'arrivai devant un grand entrepôt de bois qui sentait la sûre, le vernis et le café fort. Le panneau usé disait « Meubles artisanaux Lazaro ». J'entrai. Au fond, je vis mon oncle Lazaro. Lazaro, le petit frère de mon père, le raté de la famille, la brebis galeuse. Celui qui, au lieu de rejoindre « Construction par cœur », avait décidé de devenir menuisier. Un artisan. C'était un homme grand, silencieux, avec les mains pleines de cicatrices, de la poussière de bois dans les cheveux, et les yeux les plus gentils que j'ai connus. Il travaillait sur une porte en bois massif, sculptant un motif de fleurs très complexe. Il ne leva pas les yeux. Le son de son outil sur le bois était régulier, apaisant. « Tu es en retard » dit-il, sa voix comme du papier de verre doux. Le café est dans le bureau. Il est fort. J'entrai dans son petit bureau, une pièce en désordre pleine de plans, de crayons et d'un chaos créatif magnifique. Je me servis une tasse de café noir et épais dans une tasse ébréchée. Mes mains tremblaient encore.
Il entra derrière moi en s'essuyant les mains avec un chiffon. Il me regarda, et contrairement à mon père, lui voyait. Il vit mes yeux gonflés, la tache de vernis sur mon sweat, le tremblement de mes doigts. Alors, dit-il en s'adossant au cadre de la porte. Ça y est, tout a explosé. Je ne pus plus me retenir. Je m'effondrai. Le calme du matin se brisa. Je m'assis sur sa chaise et je pleurais. Je pleurais pour la petite fille de 10 ans, pour l'étudiante de 18 ans, pour la femme de 22 ans. Je lui racontais tout. Le projet, la javel, le vernis, la bourse perdue. Le mail de mon père, les messages Instagram de Renata. Il écouta. Il ne dit rien, ne m'interrompit pas. Il hochait juste la tête, son visage se durcissant. Quand j'eus fini, le silence remplit le bureau, seulement coupé par mes sanglots. Lazaro resta silencieux longtemps, en fixant la porte en bois qu'il sculptait. « Ton père, dit-il finalement. Lui aussi, il voulait être architecte, tu sais ?» Je clignai des yeux, surprise. « Quoi ?» ?»« Oui, » répondit Lazaro avec un sourire triste. Il était doué pour le dessin. Il voulait construire de grands bâtiments, mais il a échoué. Il a raté l'examen d'entrée à l'université 2 fois. Ton grand-père, son père, un vrai salopard, lui a dit qu'il était un rêveur inutile et l'a forcé à vendre du ciment et des barres de fer. Le commerce qu'il a maintenant. Il se tourna vers moi. Ses yeux gentils étaient remplis d'une tristesse profonde. Il ne te déteste pas parce que tu es artiste. Il te déteste parce que tu as le courage de l'être. Il te déteste parce que chaque fois qu'il te voit avec tes crayons et tes tissus, il voit en toi tout ce qu'il n'a pas pu être. Et au lieu de t'admirer, il te méprise. Je restai bouche bée. Ce n'était pas du simple mépris. C'était de la jalousie. Une jalousie tellement profonde et pourrie qu'elle s'était déguisée en machisme. C'est un idiot, dit Lazaro. Un lâche. Il s'approcha de son bureau. C'était une énorme table en bois massif, qu'il avait fabriquée lui-même. Mais toi, tu es une battante. Tu es des nôtres. Tu es une artisane. Il montra son ordinateur, une machine solide et performante. Tu as besoin de mon ordinateur et de mon imprimante. On va construire ton dossier. L'odeur de café et de sueur devint mon nouveau bureau de guerre. L'atelier de mon oncle Lazaro était un sanctuaire de création. Un contraste total avec la maison pleine de destruction d'où je venais. Nous nous assîmes devant l'ordinateur. Bon, dit Lazaro en se craquant les doigts. Qu'est-ce qu'on a? Montre-moi ton arsenal. Je lui donnai ma clé USB. Il la connecta. On a 3 fronts de bataille, dis-je, ma voix redevenant professionnelle. La voix de la petite ingénieure qui réparait des radios. Preuve d'auteur. Preuve de sabotage. Épreuve de plagiat et de complot. Pendant les heures suivantes, nous devînmes une équipe de médecine légale. Fichier 1, preuve d'auteur. Ça, c'est le premier, dis-je. Ils doivent savoir que c'est à moi. Nous avons compilé ma sauvegarde de 2 mois. Chaque croquis, chaque note technique. Ce n'est pas suffisant, dit Lazaro. Un fichier numérique, ça peut être falsifié. Tu as raison, répondis-je. Mais ça, non. J'ouvris mon mail et téléchargeai toute la chaîne de mai avec le professeur Mauricio. Regarde, lui dis-je. Le 15 octobre, je lui envoie le brouillon bêta. Ici, la pièce jointe. 16 octobre, sa réponse. Les dates sur le serveur de l'université sont ma meilleure alibi. Fichier 2, preuve de sabotage. Maintenant, le crime, dit mon oncle, sa voix se durcissant. Nous créâmes un document Word. Titre, preuve de destruction volontaire. Nous disposâmes les photos comme sur un tableau de détective. Photo de la maquette détruite. À côté, la photo du flacon rouge passion de Renata. Photo des coups de ciseaux. Photo de la bouteille de javel dans sa salle de bain. C'était impossible à nier. Et la vidéo, dis-je. Nous ajoutâmes le lien vers la vidéo que j'avais filmée, où je racontais les faits. Fichier 3, preuve de plagiat et de complot. Et ici, dis-je, ma voix baissant. Voici le pistolet fumant. C'était la pièce maîtresse. Page 1, la capture d'écran du mail de mon père, Armando Parker, transférant mon PDF à Renata.
Avec sa note, utilise-les. Dis que ce sont tes idées. Pages 2 et 3, les captures d'écran de la conversation Instagram de Renata avec Vera Atelier. C'est mensonge. Je suis trop créative. C'est mon idée. Et mes designs. Là, dans leur chat. Lazaro poussa un long sifflement. Tu es né pour ça, ma nièce. C'est brutal. C'est complet. Non, dis-je en regardant les fichiers organisés à l'écran. C'est la vérité. Nous avons tout imprimé. Nous avons utilisé son imprimante haute qualité. Nous avons créé 3 dossiers physiques identiques, avec des étiquettes claires. Nous avons créé un nouveau PDF unifié sur la clé USB. Ce n'est plus une question de gagner la bourse, dis-je à mon oncle, la voix ferme en refermant le dernier dossier. La date limite est passée. J'ai perdu. Le mail de disqualification l'a dit clairement. Alors, c'est quoi ça, demanda-t-il en pointant les 3 dossiers qui ressemblaient à des dossiers juridiques. Ça, dis-je en tenant un. C'est la justice. Et c'est ma lettre de sortie. Ils ne vont plus jamais m'appeler perdante. Je regardais l'horloge au mur de l'atelier. Il était 14 heures. Le comité de la bourse devait être en pause déjeuner. Parfait. De retour à l'atelier, j'ouvris ma boîte mail sur l'ordinateur de Lazaro. Le silence dans la pièce était tendu. On entendait au loin le bruit d'une scie électrique, un son de création qui contrastait avec la destruction que j'étais sur le point de libérer. Je regardais l'adresse mail du comité de la bourse. bk@disnonational.mx. Mon doigt planait au-dessus de la souris. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Lazaro, debout derrière moi avec une tasse de café frais. « Tu vas leur envoyer tout le paquet, le sabotage, le vol, tout ?» Je secouai la tête. « Non. »« Pourquoi pas ?» dit-il en fronçant les sourcils. « Détruis-les, ma fille. »« Parce que si je leur envoie tout ça maintenant, expliquai-je, en pensant à voix haute. Ça va devenir un cirque. Tout le monde va parler d'un drama familial, d'un scandale, d'un potin. Ils vont oublier le travail. Je veux qu'ils sachent d'abord qu'ils se sont trompés sur moi. Je veux qu'ils jugent mon travail, ou ce qu'il en reste. » Lazaro hocha la tête lentement. D'abord, la professionnelle. Ensuite, la guerrière. Compris. Tu es plus maligne que ton père, ça c'est sûr. Je pris une grande inspiration. Je n'allais pas envoyer un mail rempli de rage. Je n'allais pas accuser qui que ce soit tout de suite. C'est ce qu'ils attendraient d'une hystérique. Je n'allais pas leur donner ce plaisir. Je rédigeai le mail. bk@disnonational.mx. cc, professor.mauricio@universidad.mx. mixlazaro.meuble@gmail.com. Objet, candidature tardive Elodia Parker aux clarifications importantes. Cher comité de la bourse. Je vous écris avec une profonde tristesse pour vous informer que, suite à un grave incident domestique qui a provoqué la destruction totale et volontaire de mon projet physique, de mon portfolio et de ma maquette, je n'ai pas pu respecter la date limite de remise d'hier, 12 novembre. Je comprends que cela me disqualifie automatiquement de la compétition de cette année. Je ne vous écris pas pour faire appel de cette décision, mais pour porter la situation à votre connaissance, dans l'espoir que, si possible, mon travail soit protégé. Cependant, comme preuve de mon travail et de mon auteur, je joins à ce mail la sauvegarde digitale la plus récente de mon projet, avec un horodatage d'il y a 2 mois. La chaîne de mai avec le professeur Mauricio de la UNAM, qui a suivi le développement de mon concept et à qui j'ai envoyé un brouillon il y a plusieurs semaines. Mon travail physique a été détruit. Mais mon intégrité de designer ne l'a pas été. Merci pour votre temps. Cordialement. Elodia Parker. Pourquoi tu m'as mis en copie, demanda Lazaro. Parce que j'ai besoin d'un témoin, répondis-je. J'envoyai le mail. Mon cœur battait fort. Le bruit de la scie s'arrêta. Silence. On attendit. Même pas 5 minutes plus tard, un nouveau mail apparut. Ma respiration se bloqua. Il venait du professeur Mauricio. Il avait répondu à tous. Elodia Parker, bk@disnonational.mx, mixlazaro.meuble@gmail.com. Objet, réponse candidature tardive urgence. Au comité et à Elodia.
Je confirme par la présente que je suis le travail de Mademoiselle Parker depuis 8 mois. La technique de broderie et les concepts de design présentés dans le brouillon que j'ai reçu le 15 octobre sont 100% originaux et de son auteur. La destruction volontaire de son projet n'est pas seulement une tragédie, c'est un acte criminel. Je peux témoigner que son travail final était d'une qualité exceptionnelle, à mon avis personnel, un candidat évident pour gagner cette bourse. J'espère que le comité prendra en compte cette validation et la gravité de la situation. Ceci n'est pas un simple retard. Cordialement, Professeur Mauricio. Je me couvris la bouche de la main. Le mot « criminel ». Le mot « gagné ». Lazaro me donna une tape dans le dos. « Étape 1 » dit-il en souriant. Le professeur est des nôtres. Un autre mail arriva. Cette fois, du comité. A. Elodia Parker. CC, professor.mauricio@universidad.mx. Objet, réponse candidature tardive réunion d'urgence. Chère Mademoiselle Parker. Merci pour votre mail et pour votre honnêteté. Et merci, professeur, pour votre validation rapide et claire. Le comité est actuellement réuni. L'incident domestique volontaire est un terme très grave. Vu la nature exceptionnelle de cette situation et la forte défense du professeur Mauricio, nous aimerions vous inviter à une réunion d'urgence. Pouvez-vous venir dans nos bureaux à 16 h aujourd'hui? Nous devons comprendre toute la situation. Cordialement. Iné Rivera, directrice du comité. Je regardais l'horloge. Il était 14h30. Tonton, dis-je en me levant, en prenant les 3 dossiers imprimés qui contenaient toute la vérité. J'ai besoin d'emprunter ton pick-up. Le pick-up de mon oncle sentait la sueur et l'essence. Je conduisis à travers le trafic de Publa les mains moites. Mes vêtements étaient toujours ceux d'hier, froissés, tachés de vernis séché et maintenant un peu de poussière de bois. Je m'en fichais. Comme mon oncle l'avait dit, va comme ça. Qu'il voie le travail. Les bureaux du comité national de design se trouvaient dans un immeuble en verre et en acier dans le quartier riche de la ville. Un monde complètement différent de ma petite chambre qui sentait la javel. J'entrai à 15h58. La réceptionniste me regarda de haut en bas. Oui. J'ai un rendez-vous avec Iné Rivera. Je suis Elodia Parker. Ses yeux s'ouvrirent un peu. Oh, entrez, je vous en prie. Ils vous attendent. On me fit entrer dans une salle de réunion. Elle était immense, froide. Une table en bois poli, longue comme une piste de bowling. D'un côté, un mur de verre donnait sur la ville. De l'autre, 5 personnes étaient assises, me regardant comme si j'étais une bête rare. Je reconnus le professeur Mauricio. Il était dans une des chaises, l'air tendu. Il me fit un léger signe de tête. Mademoiselle Parker, Elodia. Merci d'être venue, dit une femme au centre. Ses cheveux gris coupés au carré, des lunettes de marque, un tailleur impeccable, elle dégageait de l'autorité. Je suis Iné Rivera, la directrice du comité. Merci de me recevoir, dis-je. Ma voix était étonnamment stable. Je posai mon sac à dos par terre et gardai mes 3 dossiers contre moi. Nous sommes dans une position difficile, dit Iné en joignant les mains. Les règles sont claires. La date limite est passée. Techniquement, vous êtes éliminé. Je comprends, répondis-je. Cependant, continua-t-elle. Le professeur Mauricio insiste pour dire que votre travail est exceptionnel. Et que les circonstances sont criminelles. Des mots forts. Ce sont des mots vrais, dit Mauricio, grave. Mais, ajouta Iné en levant une main. Un autre membre de notre comité a remarqué quelque chose de préoccupant. Elle montra un homme à sa droite, un homme corpulent dans un costume brillant qui avait l'air cher mais mal ajusté. Il portait une grosse montre en or qui reflétait la lumière. Voici Monsieur Dominguez. L'homme me regarda en plissant les yeux. Parker, dit-il d'une voix grave. Construction Parker. Votre père, c'est Armando Parker? Mon cœur fit un bond. Oui, monsieur. Vous le connaissez? Monsieur Dominguez sourit, un sourire d'homme d'affaires qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Bien sûr que je le connais. Armando et moi, on a joué au golf ensemble. Quelle coïncidence! Construction Parker est l'un de nos sponsors cette année. En fait, il rit. C'est même le sponsor principal du prix Matériaux Innovants.
L'air devint lourd. Le professeur Mauricio me regardait avec confusion. Iné Rivera me regardait avec une nouvelle dureté. J'avais compris. Il y avait un piège. Mais ce n'était pas pour moi. C'était pour eux. Ils croient que je suis comme eux, pensais-je. Ils croient que je suis là pour utiliser le nom de mon père pour demander un passe-droit. Ils croient que je suis une fille gâtée. Très bien. Iné se pencha vers moi. Alors, Elodia, nous devons vous demander, soyez très honnête. Votre père, notre sponsor, était impliqué dans votre projet? Il était au courant de votre travail? Je pris une grande inspiration. Je regardai chacun d'eux dans les yeux. Oui, madame. Il savait. Monsieur Dominguez sembla satisfait, comme s'il venait de marquer un point. Je vois. Donc c'est. En fait, continuai-je, ma voix coupant le silence. Mon père était tellement fan de mon travail qu'il y a une semaine. Il a transmis tout mon portfolio digital à ma sœur. Le sourire de Dominguez se figea. Et pourquoi aurait-il fait ça, demanda Iné, confuse. Pour que ma sœur, répondis-je, la voix froide et claire, puisse voler mes designs et les donner à sa créatrice de robes de mariée, Vera Atelier, en faisant croire que c'était ses idées. Le silence dans la salle devint total. Le professeur Mauricio se couvrit la bouche. Mademoiselle Parker, dit Iné, sa voix perdant sa stabilité. C'est une accusation incroyablement grave, contre votre famille et contre l'un de nos sponsors. Je sais, dis-je. Je fis un pas en avant et posai mes 3 dossiers sur la table. Le bruit du plastique frappant le bois poli fut le seul son dans la pièce. Et ça, dis-je. C'était avant que ma sœur, la fiancée, décide que voler ne suffisait pas. J'ouvris le premier dossier. Le dossier 1, sabotage. Et détruisent l'original avec de l'eau de Javel et du vernis rouge passion. À 8h45 hier matin. Je fis glisser les photos sur la table. Les taches de Javel. Les coups de ciseaux. La maquette, ensanglantée, de vernis rouge. La photo du flacon de ma sœur à côté. Avec votre permission, dis-je. J'ouvris le deuxième dossier. Le dossier 2, preuve d'auteur. Je fis glisser la chaîne de mai avec le professeur Mauricio. Comme vous pouvez le voir, le professeur a vu ce travail le 15 octobre. Je fis glisser les sauvegardes, les horodatage. Puis le troisième dossier. Le dossier 3, plagiat et complot. Et ici, dis-je en montrant la feuille. Vous avez le mail de mon père, Armando Parker, votre sponsor, qui envoie mon travail à ma sœur. Avec sa note, dit que ce sont tes idées. Et ici, ajoutai-je en faisant glisser les captures d'écran Instagram. Ce sont les conversations de ma sœur avec la créatrice Vera Atelier, en train de s'attribuer ma technique de broderie. Personne ne parla. On entendait juste le bruit des feuilles qu'on déplaçait sur le bois poli. Monsieur Dominguez, l'homme au costume brillant, était livide. Vert. Iné Rivera me regardait, son visage n'était plus dur, mais choqué. Mon projet a été détruit, dis-je. Ma voix tremblant enfin, non pas de tristesse, mais de pure colère juste. Ma bourse a été sabotée. Et mon travail a été volé par ma propre famille. Je les regardais tous. Je ne suis pas ici pour vous demander de me donner la bourse. La date limite est passée. Je le comprends. Je suis ici parce que vous parlez d'intégrité et d'innovation dans le design. Eh bien, voici la vérité. Je pris mon sac. Merci pour votre temps. Je me tournai pour partir. Attendez, dit Iné. Sa voix claqua comme un fouet. Elle se leva. Mademoiselle Parker, restez. Asseyez-vous. Je me retournai. Elle regarda Dominguez. Toi, dégage. Sors de cette salle. Maintenant. Je m'assis sur une chaise dans le couloir, devant la salle de réunion. Mes jambes tremblaient tellement que je ne pouvais pas rester debout. J'entendais des voix étouffées mais fortes derrière la porte vitrée. Monsieur Dominguez sortit 5 minutes plus tard. Son visage, auparavant pâle, était maintenant rouge de rage. Il me lança un regard de haine pure. Tu vas le regretter, morveuse, siffla-t-il. Il partit et claqua la porte de l'ascenseur. Je restai là, le cœur battant dans mes oreilles.
Je suis allé trop loin, pensais-je. Je venais de déclarer la guerre à un homme d'affaires riche et alcoolique. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, au restaurant La Cupula, au dernier étage de l'hôtel colonial, la dégustation de menus de Renata battait son plein. Renata était en train de prendre des photos d'un plat de saumon fumé. « Il est divin », dit-elle pour que toute la table l'entende. « Ricardo, mon chéri », dit-elle à son fiancé. « Il faut que tu goûtes ça. » Sa future belle-mère, une femme avec une coiffure parfaite et des bijoux brillants, souriait avec approbation. Le téléphone de Renata, son dernier modèle, sonna sur la table. Elle vit le nom, Vera Atelier. « Oh, c'est ma créatrice », dit-elle à la table, ravie. « Là, elle doit avoir des nouvelles de mon voile. »« Excusez-moi, c'est super important. » Elle répondit avec sa voix la plus douce, presque enfantine. « Vera, ma chérie, comment tu vas ? Je suis justement à ma dégustation de menu. Tout est tellement parfait. » Il y eut un silence. Le sourire de Renata se figea. Son visage perdit lentement ses couleurs. « Quoi ? De quoi tu parles ? Non, ce n'est pas une erreur. Bien sûr que c'est à moi. Qui t'a appelé ? Le comité national de design ? Pourquoi il t'appellerait, eux ? Les visages autour de la table la regardaient. Le fiancé arrêta de manger. Quoi ? Annuler le contrat ? Tu ne peux pas. Mon mariage est dans 3 mois. J'ai déjà payé la compte. Je vais te poursuivre en justice. La voix de l'autre côté dit quelque chose de court et définitif. Puis raccrocha. Renata regarda son téléphone, sous le choc. Là, elle m'a raccroché au nez. Cette garce m'a raccroché au nez. Renata, qu'est-ce qui se passe ? Demanda son fiancé, clairement agacé par la scène. Au même moment, le téléphone d'Armando sonna. Numéro privé. Lui aussi, contrarié par l'interruption, répondit sèchement. Allô, c'est Armando Parker. Armando, la voix de l'autre côté était un rugissement. C'est Dominguez. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison ? Quelle famille d'arnaqueurs tu es en train d'élever, espèce d'imbécile ? Armando devint pâle, se leva. De quoi tu parles, compadre ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ne m'appelle pas compadre, cria Dominguez. Ta fille, l'autre, l'artiste, vient de faire exploser une réunion du comité. Avec des preuves. Des mets à toi, connard. Elle dit que tu as volé ses designs pour la robe de l'autre. Le comité est en réunion d'urgence. Ils vont annuler ton sponsor, Armando. Et ils vont nous mettre sous enquête. Tu es mort, et je vais m'assurer que tu le restes. Clic. Armando regarda son téléphone, tremblant. Il regarda Renata, qui était à 2 doigts d'éclater en sanglots. À ce moment-là, la mère du fiancé, la femme aux bijoux, essuya calmement sa bouche avec sa serviette en lin. Elle se leva. Griselda, dit-elle, sa voix glacée. Je pense que cette alliance n'est pas prudente. Mon fils mérite mieux. Nous avons entendu des rumeurs sur l'intégrité de votre famille. Excusez-nous, nous sommes en retard. Elle se leva, avec son fils qui ne dit pas un mot, et ils s'en allèrent. Laissant Armando, Griselda et Renata seuls à une table pleine de nourriture luxueuse que personne ne mangerait. La fête était terminée. 1 heure plus tard, je rentrais à la maison. Le pick-up de mon oncle m'attendait dehors. J'étais épuisé émotionnellement. Iné Rivera m'avait dit. C'est beaucoup. C'est la pire violation d'éthique que j'ai vue en 15 ans. Nous devons délibérer. Rentrez chez vous, Elodia. Nous vous appellerons. Et ne parlez à personne. J'ouvris la porte. Le silence dans la maison était lourd, toxique. Armando était dans le salon. Dans le noir, on ne voyait que la braise de sa cigarette. T'étais où, grogna-t-il. À une réunion, dis-je, fatigué. Il se leva d'un bond. Le fauteuil faillit basculer. Son visage était déformé par la rage. Elodia. Qu'est-ce que t'as fait, hurla-t-il. Sa voix se brisant. Qu'est-ce que t'as dit à ces gens ? Hein ? Oh, répondis-je calmement. J'ai juste dit la vérité. Menteuse, rugit-il. T'as ruiné ta sœur. Ils ont annulé sa robe. Le fiancé l'a quittée.
Fini. T'as ruiné mon business. Dominguez m'a appelé. Tu m'as humilié. Il s'avança vers moi, aveuglé par la rage, la main levée. Je reculai par réflexe. L'ancien réflexe de la peur. Mais l'Elodia d'hier n'existait plus. Je sortis mon téléphone, j'allumai la caméra et appuyai sur « Enregistrer ». La lumière du flash illumina son visage furieux. « Continue, papa » dis-je, la voix froide comme l'acier, en tenant le téléphone bien haut. Le comité d'éthique voudra probablement voir ça aussi. Tu veux leur expliquer comment tu soutiens ton sponsor? Ou tu préfères que je montre ça à la police pour tentative d'agression? Armando se figea. Sa main levée trembla. Puis lentement, très lentement, il la baissa. Il me regarda. Mais ce n'était plus avec du mépris, ni de la moquerie. Pour la première fois de ma vie. Je vis de la peur dans ses yeux. J'avais gagné. Une semaine passa. Ce fut la semaine la plus longue et la plus étrange de ma vie. Je vécus dans l'atelier de mon oncle Lazaro. Je ne pouvais pas retourner chez moi. La maison était du poison. Lazaro me mit un lit de camp dans son bureau, entre les plans et l'odeur de bois. « Reste autant que tu veux, ma fille, dit-il. Ici, il n'y a pas de monstre. » Je l'aidai dans l'atelier. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Mon esprit tournait en boucle. Alors je travaillais avec mes mains. J'appris à poncer, à utiliser la scie à ruban, à vernir. Le travail physique, le fait de créer quelque chose de solide et de réel à partir de rien, me gardait saine. Mon téléphone était éteint. Je l'avais mis dans un tiroir. Je ne voulais rien savoir d'eux. J'avais besoin de silence. Le mardi suivant, exactement une semaine après la réunion, mon oncle entra dans le bureau. Je dessinais pour la première fois depuis des jours, juste pour le plaisir. « Tu as reçu ça » dit-il. Ce n'était pas un mail, ni un appel. C'était une enveloppe. Une grande enveloppe épaisse, couleur crème. Avec le sceau officiel du Comité national de design en cire rouge. Il l'avait envoyée par coursier à l'atelier. Mes mains tremblaient en la prenant. Elle était lourde. « Ouvre » dit Lazaro doucement. « Sinon je t'arrose avec le tuyau. » Je souris. Mon premier sourire depuis des jours. Je brisai le sceau. Ce n'était pas une simple lettre, c'était un dossier. À l'intérieur, il y avait une chemise en cuir, bien plus belle que celle que Renata avait détruite. Et dedans, une lettre sur du papier épais à en-tête. Chère mademoiselle Elodia Parker. Après une délibération approfondie et une analyse des preuves présentées, le comité est arrivé à une décision unanime. Nous commencerons par les conséquences de votre dénonciation. Car nous pensons que vous méritez de les connaître. Votre sœur, Renata Parker, et votre père, Armando Parker, ont été bannis définitivement de tout événement, sponsor ou participation future avec ce comité et ses partenaires. Une notification a été envoyée à toutes les grandes maisons de design et à tous les fournisseurs de pubs-là, les avertissant de leurs pratiques. Le sponsor Construction Parker a été révoqué. Notre sponsor, Monsieur Dominguez, a été suspendu du comité, en attendant une enquête sur ses pratiques de copinage. Une enquête légale a été lancée sur les pratiques commerciales de votre père en lien avec ses sponsors. Le fiancé de votre sœur, ayant été informé légalement de la situation. Car sa famille sponsorise également d'autres événements. A officiellement rompu les fiançailles. La créatrice Vera Atelier a publié un communiqué public coupant tout lien avec votre sœur pour appropriation de design, afin de protéger sa marque. Je m'arrêtai de lire. Je manquais d'air. C'était un massacre. C'était juste. Je repris. Et finalement, à propos de votre demande. Le comité a voté à l'unanimité pour annuler la règle de la date limite dans votre cas. Vu les circonstances criminelles et la pression constatée. Nous avons étudié votre sauvegarde digitale. Les mets du professeur Mauricio. Et les preuves de votre processus créatif. Nous sommes impressionnés par votre résilience. Votre talent indiscutable et, surtout, votre intégrité inébranlable. Nous ne vous accordons pas seulement la Bourse nationale de design 2024. Avec tous les frais payés pour votre master à Mexico. Nous aimerions également vous inviter officiellement à être l'oratrice principale à la cérémonie de remise des prix de cette année, dans 2 semaines. Le thème de cette année a été changé.
Le nouveau thème sera « La vérité et l'intégrité dans le design ». Nous pensons que vous êtes la seule personne qui puisse faire ce discours. Félicitations, designer. Vous l'avez mérité. Cordialement. Iné Rivera, directrice. La lettre glissa de mes doigts et tomba dans la sueur. Mes genoux lâchèrent. Je m'assis par terre, sur le sol poussiéreux de l'atelier. Je ne criais pas de joie. Je pleurais. Je pleurais pour les 8 mois de travail. Je pleurais pour les 12 ans à chercher l'approbation d'un homme qui me détestait parce que j'étais ce qu'il n'avait pas réussi à être. Je pleurais pour la petite fille de 10 ans qui avait réparé une radio et qu'on n'avait plus jamais regardée de la même façon. Je pleurais jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mon oncle Lazaro s'assit par terre en face de moi. Il ne dit rien. Il me tendit un vieux mouchoir et une bouteille de tequila. « Bien joué, ma fille, dit-il d'une voix rauque. « Bien joué. » C'était la seule validation dont j'avais besoin. 2 jours plus tard, je retournai à la maison. Je le fis en plein jour. Mon oncle m'attendait dehors dans son pick-up. « Le klaxon si ça tourne mal, dit-il. Je suis là en 10 secondes. Ça ne va pas tourner mal, tonton. Ça va juste devenir triste. J'entrai avec une valise vide, la même que j'utilisais pour les voyages scolaires, usée et vieille. La maison était silencieuse, mais d'un silence différent. Ce n'était pas la paix d'une maison vide. C'était la lourdeur d'un tombeau. L'air était lourd, il sentait la défaite. Je montai dans ma chambre. L'odeur de javel et de vernis avait disparu. Mais le souvenir de cette odeur flottait encore. Ma mère avait dû tout nettoyer. C'était sa façon de gérer les choses. Je commençais à faire mes bagages. Je n'avais pas grand-chose. Des vêtements? Mes manuels. Mes carnets de croquis qui n'avaient pas été détruits. La vieille machine à coudre Singer que mon oncle m'avait offerte. Ça me prit 20 minutes. Toute ma vie, 22 ans. Tenait dans une grosse valise et un carton. Quand je descendis les escaliers, ils m'attendaient. Les 3 étaient assis dans le salon, comme un tribunal de fantômes. Éclairé seulement par la lumière grise qui entrait par la fenêtre. Armando était dans son fauteuil. Il avait l'air petit. Il avait vieilli de 10 ans en une semaine. Le journal était sur ses genoux, fermé. Son visage était flasque, ses yeux vides. Griselda était sur le canapé, se tordant les mains. Ses yeux étaient rouges et gonflés, fixés sur un point sur le tapis. Et Renata. Renata était par terre, recroquevillée, la tête sur les genoux de sa mère. Elle portait la même robe de chambre en soie rose, maintenant tachée et froissée. Ses cheveux blonds parfaitement teints laissaient voir des racines sombres, grasses. C'était un ange déchu. Je posai ma valise et mon carton près de la porte d'entrée. « Mais tu crois aller où » grogna Armando. Sa voix n'avait plus de force. C'était l'aboiement d'un vieux chien. Un chien qui sait qu'il a perdu. « À Mexico » dis-je calmement. « La bourse commence lundi. Je dois être là pour le discours. » Ma mère, Griselda, bondit du canapé. Son hystérie brisa le silence. « Tu ne peux pas » hurla-t-elle, sa voix aiguë déformée par la panique. « Tu ne peux pas nous laisser comme ça, Elodia. »« Non. Après tout ce qu'on a fait pour toi. » Je m'arrêtai. Je me tournai lentement vers elle. « Vous avez fait quoi pour moi, maman » demandai-je, la voix dangereusement calme. « On t'a donné un toit » cria-t-elle. « De la nourriture. Une famille. » Je ris. Un rire sec, amer. « Non, maman. Vous m'avez donné une cellule. Vous m'avez donné des restes. Vous m'avez donné un rappel quotidien que je n'étais pas la fille que vous vouliez. » Elodia, supplia-t-elle. Ton père, ta sœur, ils sont brisés. C'est ton devoir. Tu es de la famille. La famille, la regardai-je. Mais tu es resté là. Tu as détourné le regard et tu as continué à laver la vaisselle pendant qu'il me traitait de perdante et qu'elle détruisait ma vie. Ça, c'est ta famille. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hurla-t-elle. C'est ton père. Je voulais que tu sois une mère. Le silence qui suivit fut total. Griselda recula comme si je l'avais frappée. Elle s'effondra sur le canapé. Alors, la silhouette recroquevillée par terre bougea. Renata leva la tête.
Son beau visage était déformé par les pleurs. Son maquillage coulé lui donnait l'air d'un clown tragique. Ses yeux, autrefois pleins de lumière et de moquerie, étaient éteints. « T'es contente maintenant, hein » siffla-t-elle. Sa voix était brisée, mais remplie du même venin qu'avant. « Tu as gagné, hein ? T'as ruiné ma vie. » Je la regardai, et pour la première fois, je ne sentis ni colère, ni pitié. Je ne sentis rien. « Je n'ai pas ruiné ta vie, Renata, dis-je doucement. C'est toi. Tu as pris les décisions. Tu as tenu les ciseaux. Tu as écrit les mensonges. Mais tu m'as dénoncé, cria-t-elle en se mettant à genoux. Et tu m'as tout pris. Mon mariage. Mon futur. Ton futur, demandai-je. Ou celui que papa t'a volé, ou celui que tu m'as volé à moi. Dis-moi, Renata. Est-ce que tu as déjà eu quelque chose qui soit vraiment à toi? À part ton joli visage? Elle resta muette. Tu as ruiné ta vie il y a longtemps, dis-je en me tournant vers la porte. Moi, j'ai juste arrêté de te laisser ruiner la mienne. Je me baissai pour prendre mes valises. Arrête. Le rugissement d'Armando me fit sursauter. Il se leva. Son visage devint rouge une dernière fois. Comme un vieux feu qui tente encore de brûler. Si tu franchis cette porte, hurla-t-il en me pointant d'un doigt tremblant. Si tu oses nous tourner le dos après cette humiliation. Ne reviens pas. Tu m'entends? Tu n'es plus ma fille. Ne reviens jamais. C'était son dernier tir. Sa dernière balle. L'exil. La menace finale qu'il gardait depuis toujours. Il s'attendait à ce que je supplie. Que je pleure. Que je reste et que j'accepte ses conditions. Je restai immobile près de la porte. Il me regardait, haletant. Je me tournai lentement vers lui. Je le regardai dans les yeux. Je le vis pour ce qu'il était. Un homme faible. Un lâche. Un raté qui blâmait le monde entier pour ses choix. Un petit sourire se dessina sur mon visage. Un vrai sourire, fatigué. Mais libre. Papa, dis-je doucement. C'est la chose la plus gentille que tu m'aies dite dans toute ma vie. Je pris ma valise, mon carton. J'ouvris la porte d'entrée. Je sortis au soleil. Je ne pleurais pas. Je ne me retournais pas. Si tu es encore là, s'il te plaît, aide-moi en mettant un like à la vidéo et en écrivant le chiffre 1 dans les commentaires. Comme ça, je saurai que tu m'as soutenu et que tu m'accompagnes dans ce chemin. Ton soutien me donne énormément de force. Écris le chiffre 1, et écoute-moi pendant que je continue mon histoire. 6 mois plus tard. L'air de la ville de Mexico est différent. Il est plus rapide, plus léger. Il sent l'essence et les tacos de rue, les gaz d'échappement et les opportunités. C'est bruyant, c'est chaotique et j'adore ça. Je me trouvais dans un atelier de design à Polanco. Ce n'était pas mon atelier, bien sûr. C'était un vrai atelier. Celui d'un designer célèbre qui avait été juré au comité. Le professeur Mauricio lui-même. Mon discours à la cérémonie de remise de prix, disons qu'il a fait beaucoup de bruit. J'ai parlé de la vérité. J'ai parlé de comment le design, ce n'est pas seulement faire des choses jolies. Mais dire la vérité avec du tissu, du fil et des formes. J'ai parlé de comment l'intégrité est la seule matière qui ne peut pas s'acheter ni se copier. Je n'ai pas mentionné ma famille. Je n'en avais pas besoin. Toute Publa était déjà au courant. Après le discours, le professeur Mauricio est venu me voir. Je n'ai jamais entendu quelqu'un faire taire une salle comme ça, Elodia, m'a-t-il dit. Mon atelier principal a besoin de gens qui savent faire la différence entre un simple décor et une vérité. Je te propose un poste d'apprenti. En plus de ta bourse de master, tu vas travailler comme une malade. Tu acceptes? J'ai accepté. Ma vie, maintenant, c'est ça. Cours de master le matin. Où j'apprends la théorie des couleurs et le business de la mode. Et l'après-midi, l'atelier, le vrai travail. Je balaie le sol, oui. Mais je dessine aussi. Je coupe des patrons. Je vois mes idées écoutées. Je suis épuisé. Je suis stressé. Je suis fauché. Et je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Je travaillais sur une nouvelle maquette, cette fois avec de la soie italienne fournie par la maison. Mon projet,
celui sur les techniques de broderie de Puebla, était devenu viral dans le petit monde du design mexicain. On parlait de « la fille qui a exposé sa famille ». Mais aussi de « la fille talentueuse », de « l'histoire de l'intégrité ». J'étais tellement concentré que je n'entendis presque pas mon téléphone vibrer sur la table de dessin. C'était un email. Je ne reconnaissais pas l'adresse, un Gmail générique. Mais l'objet. L'objet me coupa le souffle une seconde. Objet, s'il te plaît, appelle-moi, Renata. Je n'avais pas parlé avec eux depuis le jour où j'étais parti. Mon oncle m'avait dit de ne pas le faire. Coupe le cordon, ma fille, sinon ils vont t'étrangler avec. J'avais bloqué leur numéro. J'avais bloqué ma mère, mon père. Mais l'email? La curiosité, cette vieille faiblesse humaine, m'a eu. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien vouloir? Encore des insultes? Une menace? J'ouvris. C'était court. L'arrogance avait disparu. Elodia. Je sais que tu me détestes. Je comprends, vraiment. Mais tu dois nous aider. Papa a perdu son travail. Le scandale était trop grand. L'enquête du comité a trouvé des choses. Fraude, évasion d'impôts. Dominguez a fait en sorte qu'il le coule. Aucune entreprise de construction à Puebla ne veut travailler avec lui. On lui a retiré sa licence. On est sur le point de perdre la maison. La banque nous a envoyé un dernier avis. On a 3 semaines. Maman n'arrête pas de pleurer. Elle est malade. Elle prend des cachets pour dormir toute la journée. Elle dit que tout est de ta faute. Que c'est toi qui nous as détruits. S'il te plaît, Elodia. Ils ont besoin d'argent. On a besoin de ton aide. Toi, tu es la grande designer maintenant. On a vu ta photo dans le journal. Il te supplie de leur parler. Papa est brisé. Il reste juste assis dans le noir, comme toi avant. S'il te plaît. R. Je me laissais tomber en arrière sur ma chaise. Je regardais par la fenêtre de l'atelier. La ligne d'horizon de Mexico brillait sous un ciel pollué. Mais magnifique. Ma faute. Brisé. Suppliant. Tous les mots qu'ils avaient utilisés sur moi. Ils les vivaient maintenant. Ils voulaient de l'argent. Ils voulaient que moi, la perdante, la couturière, l'artiste inutile. Je répare le désastre que, les réussis, avaient créé. Je restais longtemps à fixer cet email. Elodia d'il y a 6 mois. La fille qui pleurait dans le garde-manger. Aurais-tu de la pitié? Elle aurait ressenti de la culpabilité. Elle se serait dit, c'est quand même ma famille. Mais je n'étais plus cette fille. Je pensais à la petite de 10 ans qui voulait juste une tape sur la tête pour avoir réparé une radio. Je pensais à la jeune femme de 22 ans, debout dans la cuisine. Traitée de perdante par l'homme qui devait la protéger. Je pensais à l'odeur de Javel. Et à la texture collante du vernis rouge passion. Avec les doigts fermes, sans trembler. J'ouvris un nouveau message. J'écrivis lentement, délibérément. Renata. J'ai passé toute ma vie à vous supplier de me comprendre. Vous m'avez donné du silence et des moqueries. Maintenant, c'est à votre tour de découvrir comment ce silence fait mal. J'appuyais sur « Envoyer ». Puis je cliquais sur le mail de Renata. Je l'ai marqué comme spam. J'ai bloqué l'expéditeur. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis levé et je suis allé vers la fenêtre. L'air de la nuit était frais. La ville brillait sous mes pieds. Un monstre géant plein de promesses. Mon père avait raison sur une seule chose, après tout. Les perdants doivent rester à leur place. Il s'est juste trompé de fille. Je pris une grande inspiration. L'air de la liberté. Mais maintenant, je te demande à toi. Ma nouvelle famille qui m'écoute. Est-ce que j'ai eu tort de couper tout contact? Est-ce que j'ai eu tort de ne pas leur envoyer d'argent? Est-ce que j'aurais dû les aider? Ou bien est-ce qu'ils ont enfin reçu exactement ce qu'ils méritaient? Dis-le-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait à ma place? Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, s'il te plaît, abonne-toi à notre chaîne. Chaque histoire partagée nous aide à nous sentir moins seuls. On se voit à la prochaine.